Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Linge. À la une ce mois. À la une ce mois, le coronavirus, la pandémie qui a débuté en Chine, s'est ensuite propagée en Europe, puis aux États-Unis. Elle est aujourd'hui en Afrique et le monde tremble, le monde a peur pour cette Afrique qui n'a pas un système de santé qui puisse lui permettre d'affronter une vraie propagation de la maladie. Le monde a aussi peur pour la capacité des pays africains à pouvoir gérer les conséquences économiques qui découleront du Covid-19. Mais c'est pas aujourd'hui qu'on aurait dû avoir peur pour l'Afrique, c'est depuis qu'on aurait dû avoir peur lorsque les pays riches venaient négocier des accords fiscaux avantageux pour leurs entreprises. C'est depuis qu'on aurait dû avoir peur lorsque les multinationales venaient faire de l'optimisation fiscale. Le tout s'est traduit par des pertes de revenus de l'ordre de 50 milliards de dollars chaque année, selon le panel de haut niveau conduit par l'ex-président sud-africain Thabo Mbeki. Le coronavirus sera décidément au cœur de ce podcast. Il a aussi été au centre des échanges d'un atelier organisé par la société civile camerounaise à Douala, la capitale économique du Cameroun. À cette occasion, les professeurs d'université, les chercheurs, la société civile, les avocats, mais aussi les personnels d'administration se sont retrouvés pour discuter des flux financiers illicites à la lumière de la pandémie qui est en train de se répandre. Je rappelle que vous pouvez suivre ce programme sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com, Libsyn, Libsyn.com, mais aussi sur notre page YouTube www.impotetjusticesociale.com. Pour ceux qui ont l'application Stitcher, vous pouvez y retrouver le programme. Mais enfin, ceux qui veulent interagir avec nous, vous pouvez aller sur notre compte Twitter, #ImpôtsSocial, ou encore aller sur notre page Facebook, Impôts et Justice Sociale, mais nous écrire à l'adresse impôts-social@outlook.fr. Voilà pour la une, à tout à l'heure pour les détails. Africaine, l'heure est grave, le coronavirus est sur le continent et tout le monde, comme je le disais en une, a peur, tout le monde se demande si l'Afrique pourra résister, si l'Afrique pourra tenir. Évidemment, nous pensons que c'est depuis longtemps qu'on aurait dû avoir peur pour le continent. Le sujet a fait l'objet notamment de discussions dans le cadre d'un atelier sur les flux financiers illicites, ce qui nous a donné l'occasion de rencontrer des acteurs de la société civile. Jean-Bertin Kémajou est le président de l'ONG camerounaise Freedom Service. Ils ont travaillé sur la situation du coronavirus dans leur pays. Il a accepté d'échanger avec nous sur les différentes implications des mesures qui ont été prises et le réveil de conscience que cela entraîne pour notamment la lutte contre les flux financiers illicites. Alors, Jean-Bertin Kémajou, comment est-ce que votre organisation Freedom Service, qui est basée au Cameroun, vit actuellement la progression de la pandémie qu'est le coronavirus? Oui, l'observation que nous faisons, c'est qu'il y a des mesures d'urgence que le gouvernement a eu à prendre, lesquelles mesures ont de la peine à être respectées. Déjà par la population, au niveau des surcharges dans les voitures, au niveau du respect des heures de fermeture, des débits de boissons et des lieux de commerce, mais il y a aussi un peu l'abus des personnes en charge de ce contrôle. Parce que dans certains endroits, on a vu des forces de sécurité venir chasser des personnes qui étaient en train de boire au-delà de 18 heures. Mais à la plus grande surprise, certains sont installés pour boire les bouteilles qui n'avaient pas été ouvertes. Donc vous voyez que ça pose un problème. Maintenant, sur l'aspect de ces mesures, nous nous rendons compte qu'il y a encore un problème au niveau des mesures d'accompagnement. On nous dit qu'il faut 50 personnes, pas plus de 50 personnes dans des rencontres. Et quand on parle d'une distance d'1 mètre par personne, ça nous donne de comprendre que la plus petite salle doit avoir 100 mètres carrés. Mais quand nous regardons des cas de transport du type gros porteurs, qui ont sensiblement 25 mètres carrés, mais qui ont 70 passagers, ça pose un problème. On a beau avoir la volonté de respecter les mesures d'1 mètre, si on a des urgences de voyage,
Et qu'à l'agence, on ne peut que voyager dans un cas de 70 places. Vous voyez le risque que le citoyen court, même s'il a la bonne volonté. Il fallait des mesures d'accompagnement dans ce sens. Vous avez des cas du Jacques Auster, qui à l'origine sont conçus pour 25 places, mais qui au Cameroun, l'administration accepte d'établir des cartes grises pour 30 places, ce qui est déjà un surcharge qu'on rend officiel. Et maintenant, aujourd'hui, avec le cas de coronavirus, même si on enlève ce surplus accepté, 25 places constituent encore un risque. Vous voyez que ça pose des énormes problèmes, c'est les observations que nous sommes en train de faire. Et maintenant, à côté de ça, à partir des informations reçues des médias et autres, quand des personnes sont mises en quarantaine, il faut rapidement voir leur état de santé pour dissocier de ceux qui sont malades, ceux qui ne sont pas malades. Jusqu'à ce matin, je voyais encore dans les réseaux sociaux une information qui disait qu'à Douala, il y avait encore environ 250 personnes qui étaient en attente d'être testées. D'accord, mais parlons de ces mesures d'accompagnement. Un défi auquel l'État semble faire face, c'est celui de la ressource. Mais en même temps, on se rend compte qu'il a eu une politique tellement laxiste de récupération des impôts. On le voit avec des entreprises qui trichent à l'import et qui réalisent de gros chiffres d'affaires au niveau du Cameroun. Est-ce que finalement, vous ne pensez pas, vous, que c'est une excellente occasion de remettre la question du financement par les ressources fiscales au niveau du Cameroun de façon pertinente? Oui, effectivement, si l'assiette des recettes aujourd'hui s'ouvre, ça veut dire que l'État rapidement a de la difficulté de porter des mesures d'accompagnement du type subvention carburant pour accompagner les personnes qui doivent respecter ces règles, et ça pose ce problème de fuite financière illicite. Voici même l'opportunité d'interpeller les entreprises dites citoyennes, de commencer à mettre à la disposition de l'État quelque chose dans l'assiette pour permettre à l'État de juguler ces mesures d'urgence. Moi, je vois ça dans ce sens. Et voir aussi dans quelle mesure il faut aller plus loin pour commencer à diagnostiquer la question de gestion de ces entreprises. Comment est-ce qu'ils sont gérés, ce qu'ils déclarent, comment ils le déclarent. Et qu'est-ce que l'État gagne, est-ce que l'État ne perd pas dans cette transaction. Donc je dis le coronavirus, c'est une opportunité de pousser plus loin les analyses et le suivi de la transaction financière au Cameroun et sa traçabilité. Au sein de l'administration, on reconnaît que des choses n'ont pas marché comme il le fallait. L'administration était présente par des personnes du ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire. Vous allez écouter M. Ella, il est le délégué au littoral, c'est une des régions camerounaises, du ministère en charge de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire. De son point de vue, le gouvernement devrait certainement à l'avenir aborder les choses différemment s'il veut faire face à des pandémies aussi sévères que le coronavirus. Vous êtes délégué du ministère en charge de l'économie camerounais et aujourd'hui votre pays, comme beaucoup de pays africains, est frappé par le double choc extérieur de la pandémie coronavirus et la baisse des prix du pétrole. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes venu accompagner la société civile dans ce projet de lutte contre les flux financiers illicites, est-ce que pour vous, ça sonne comme une prise de conscience obligatoire finalement? Je crois que ça sonne comme une prise de conscience obligatoire. Si nous ajoutons la crise sécuritaire qui absorbe une bonne partie des ressources de l'État, cette pandémie nécessitera de mobiliser d'importants moyens. Et je crois qu'une prise de conscience majeure devait être initiée par ceux qui sont en charge des flux financiers. Et même les pays vers lesquels ces ressources sont transférées devraient marquer un frein pour que ces ressources transférées de manière illicite restent dans les pays d'origine et puissent servir au développement de ces pays. Moi, je crois qu'il faudrait pour toute ressource transférée, il y a une traçabilité, comme ça se fait pour le diamant ou bien pour d'autres produits protégés. Il faudrait que les ressources soient sécurisées, soient tracées, afin que les ressources obtenues de manière illicite, comme les biens
mal acquis, que ces ressources-là ne puissent pas faire l'objet de renforcement du trésor de ces banques étrangères. Donc, la conscience doit être prise par ces différents acteurs. Je crois qu'on devrait même profiter de l'occasion pour rompre de manière drastique avec la corruption, avec le détournement des deniers publics, pour qu'on se focalise maintenant vers quelque chose qui semble plus occuper l'humanité en termes de sécurité humanitaire. Une chose qui a été évoquée lors des échanges, c'est que peut-être que les arsenaux juridiques des pays africains ne sont pas suffisamment prêts. Peut-être que le droit qui est dit dans ces pays-là ne permet pas finalement de lutter efficacement contre les flux financiers illicites. Maître Eteme Simon-Pierre est le président local de l'association Avocats sans frontières. Il a échangé avec nous et il nous donne son point de vue sur quel type de réforme il faudrait apporter sur le plan juridique afin de permettre qu'on puisse combattre finalement contre ces flux qui privent le continent de sa capacité à réagir face à des chocs violents comme le Covid. Alors, Maître Témé, l'Afrique aujourd'hui vit le coronavirus, mais moins que les autres régions du monde, elle a des capacités à faire face aux conséquences de la pandémie. Est-ce qu'aujourd'hui, d'un point de vue purement judiciaire, ce n'est pas une opportunité de renforcer les sanctions pénales ou des sanctions civiles à l'endroit de ceux qui facilitent ou qui accomplissent des actes susceptibles d'être qualifiés comme des flux financiers illicites? Il est évident, à partir du moment où les flux financiers illicites opèrent une ponction dramatique sur les revenus des États, que ces États soient limités à répondre à des pandémies comme coronavirus que nous sommes en train d'affronter malheureusement ces derniers temps et qui est sans pitié sur le monde et précisément sur l'Afrique. Dans cette perspective, on comprend bien que tout ce qui nous permet d'économiser, de rentabiliser les revenus des États, soit la bienvenue. Et dans cette mesure, je pense qu'il est tout à fait normal que les États renforcent leur capacité à limiter, à lutter, à éradiquer s'il le faut, les flux financiers illicites pour que les seuls flux financiers restent ceux qui soient licites et légaux, à la fois licites et légaux, et qui servent donc nos budgets à lutter contre des situations brusques comme celle du coronavirus que nous avons à gérer en ce moment. Alors, de votre point de vue, quels sont les aspects juridiques qu'on devrait mettre en place, ne serait-ce que pour, parce que là on voit des entreprises sortir 100 millions à gauche, 4 millions de dollars, une entreprise a donné 4 millions de dollars à droite, mais la question qu'on se pose c'est pourquoi elles ne payent pas normalement les impôts et qu'elles sont plutôt en train de faire des dons aujourd'hui sur des bases qui ne peuvent pas être contrôlées. De votre point de vue, quels sont les éléments de renforcement législatif qu'on pourrait déjà commencer à explorer sur la base de votre expertise de Avocats sans frontières? Il faut partir à l'idée de base selon laquelle il y a un grand cafouillage financier. Il y a un déficit de transparence budgétaire. À partir de ce moment, les fonds peuvent circuler comme bon semble à chacun. L'idée ensuite, c'est donc de clarifier, de mettre de l'ordre, de mettre la transparence. Et l'un des outils de transparence que nous avons cessé d'évoquer, c'est par exemple d'ériger en infraction pénale, en réponse pénale, les enrichissements illicites. À ce moment, quelqu'un ne peut plus sortir de l'argent sans pouvoir le justifier, ni en amont, ni en aval. Ça, c'est un levier qui nous semble incontournable. Je ne veux pas revenir sur le problème de l'article 66 de la Constitution qui n'a jamais été mis en œuvre parce que les instruments à caractère réglementaire qui devaient porter la mise en œuvre n'existent pas encore. L'article 66 qui est un article de la Constitution camerounaise du Cameroun. Oui, bien sûr, qui impose la déclaration de biens de ceux qui sont en charge de la gestion des patrimoines publics. Ceci pour qu'on voit bien en entrée ce qu'on avait et au sortie de la mission ce qu'on a et pouvoir faire le différentiel. Ce qui permet en fin de compte de justifier ce qu'on n'a pas ou de justifier ce qu'on a eu.
D'accord, on va sortir par là. Aujourd'hui, vraiment, le coronavirus est là en Afrique et il y a une grande responsabilité de tous ceux qui sont dans la chaîne et qui permettent aux entreprises de pouvoir dissimuler soit les impôts ou alors de faciliter les activités illicites. Du point de vue d'Avocats sans frontières, si vous aviez une recommandation forte à faire dans le secteur qui est le vôtre, qu'est-ce que vous diriez sans forcément vous tirer une balle dans le pied? Je dirais, première des choses, c'est que les lois soient respectées. Que les lois soient respectées par tous. Que chacun fasse son travail là où il est. Ça permettrait que le juge reste à sa place, l'avocat à sa place, le notaire à sa place, l'officier de police judiciaire à sa place. Dès qu'on commence à confondre les rôles, le cafouillage s'installe et le trafic bizarre suit. Merci beaucoup, maître. Le monde académique n'était pas en reste. Le professeur Bidias Honoré est professeur d'économie à l'université de Douala, l'une des plus importantes au Cameroun. Il reconnaît que les outils qui ont été mis en place par l'ONG Tax Justice Network sont d'une grande utilité et devraient normalement faire aujourd'hui l'objet d'une appropriation au niveau des pays africains. Il a particulièrement salué les indices, notamment de paradis fiscaux, le Corporate Tax Haven Index, mais aussi l'indice d'opacité financière, le Financial Secrecy Index, deux outils importants développés par Tax Justice Network et qui aujourd'hui permettent de lire différemment le niveau d'exposition des pays aux flux financiers illicites. Écoutez l'échange qu'on a eu avec le professeur Bidias en posture d'invité de ce podcast. L'invité du jour. Vous venez d'assister à cet atelier sur les flux financiers illicites. Vous êtes un académicien, vous êtes un professeur d'université. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles menaces économiques qui se pointent à l'horizon de l'Afrique et même de votre pays, le Cameroun, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il faudrait que le secteur académique, le secteur de l'enseignement supérieur s'approprie cet enseignement sur la lutte contre les abus et les évasions fiscales? Je veux dire que ma participation à cet atelier participe justement à ce souci de rapprocher l'académicien justement de problèmes réels dont souffre notre économie. Et en général, on a des thèmes théoriques qui sont très importants, qui sont abordés dans le cadre de nos cours, de nos enseignements, mais qui parfois ont une connotation très éloignée, théorique, très éloignée de la réalité des choses. Alors, on n'a jamais abordé à l'université, je suis professeur agrégé de la faculté d'économie, mais j'ai jamais abordé de façon explicite le thème des flux financiers illicites et de l'importance de ces flux, de l'ampleur de ces flux et de leur impact sur l'économie nationale et donc les questions de développement. Donc, ma participation à cet atelier rentre déjà dans ce souci-là, n'est-ce pas, que l'on fait aux académiciens. Et je pense, je le pensais déjà, je pense encore, que ces questions comme celle-ci, qui est très importante, il faut absolument l'intégrer dans les programmes de formation à un quelconque niveau pour conscientiser justement nos apprenants qui sont de plus en plus des opérateurs économiques. C'est ce que, attention, là où vous êtes en train d'aller vous mouvoir, vous pourrez être soit à l'origine des flux financiers illicites, soit même subir l'existence de ces flux financiers illicites et compromettre ainsi la rentabilité de tous vos projets d'investissement qui ont été savamment bâtis, etc., dans vos différents business. Donc il est important pour nous académiciens aujourd'hui de rentrer dans nos programmes de formation, d'ouvrir la porte pas seulement à cette question des flux financiers informels, qui est une question très importante, mais aussi à d'autres questions que l'on pourrait aborder dans d'autres cadres. Donc je suis très heureux de ma participation à cet atelier, car j'ai été moi-même édifié sur l'ampleur et l'impact réel, pas l'impact, mais l'impact réel des flux financiers informels sur l'activité économique en général. Alors, au cours de cet atelier, on a discuté des outils comme l'indice des paradis fiscaux développé par l'ONG Tax Justice Network, tout comme l'indice d'opacité financière qui montre bien que le Cameroun a encore de nombreux indicateurs, notamment le
le secret bancaire, le secret de la propriété réelle des entreprises, qui ne sont pas totalement des bons indicateurs pour le pays. Est-ce que vous pensez que des outils comme ceux développés par l'ONG Tax Justice Network peuvent aider les académiciens à formuler ne serait-ce que des recherches théoriques pour pouvoir faire en sorte que ce débat-là soit beaucoup plus structuré? Mais bien entendu, c'est déjà une base de travail. Parce que c'est une question qui n'était pas abordée de façon explicite par les académiciens. Le fait d'avoir déjà cette base de travail, ces outils qui existent là, constituent pour une base de travail. Mais sauf qu'on n'a pas perdre de vue que c'est des outils qui ont été construits par les Occidentaux. Donc forcément, avec en toile de fond leurs intérêts. Donc maintenant, il est question d'intéresser nos jeunes chercheurs et nos collègues, et pourquoi pas nous-mêmes, malgré un certain âge, de justement imaginer, n'est-ce pas, des outils qui prennent en compte notre contingence, notre culture, en tout cas nos réalités économiques, à titre d'illustration. Alors, on parle tout le temps d'inclusion financière. L'inclusion financière, on en parle, oui, c'est justement cet indice qui permet de mesurer l'accessibilité, n'est-ce pas, aux agences économiques, aux ménages, aux services financiers. Et donc, il se trouve que la personne, la première, M. Sarma, qui est un Indien, qui a conçu un indice qui capte l'inclusion financière, l'a fait dans un contexte indien, de l'Inde, qui constitue une base de travail. Mais le défi, c'est justement à nos étudiants, à nos jeunes académiciens, de se dire, mais est-ce que cet indice d'inclusion financière prend en compte, par exemple, le mobile money, qui est une émanation, n'est-ce pas, de l'activité, de l'informalité que l'on critique tant dans nos sociétés. Le mobile money, à ne pas confondre avec le e-banking. Ça n'a rien à voir avec le e-banking. Le mobile money, c'est une invention n'est-ce pas, des pays en développement et donc de l'Afrique. Alors, est-ce que l'indice de Sarma prend en compte le mobile money? Bien sûr que non. Donc, l'inventivité, l'ingéniosité de nos chercheurs, de nos jeunes chercheurs, de nos collègues consisterait justement à partir peut-être de ne pas réinventer la roue, mais à partir des outils proposés par les autres dans leur contexte pour justement proposer pour les améliorer et proposer des outils, des solutions qui sont compatibles avec nos réalités et notre environnement socio-culturel. D'accord. L'Afrique est aujourd'hui lancée dans la réalisation de plusieurs visions de développement, mais on l'a très bien vu aujourd'hui avec le coronavirus que les chocs extérieurs sont toujours très proches, alors qu'on continue encore à voir des juridictions africaines accorder des avantages fiscaux pour attirer finalement des investisseurs qui ne viennent pas toujours. Vous, en tant qu'académicien, s'il fallait formuler un conseil aux dirigeants africains, à ceux qui prennent la décision politique, que leur diriez-vous en sortie? Alors, il est difficile de fonctionner en vase clos. C'est même intenable. La mondialisation n'est plus une option. Un grand maître, le prix Nobel économie, Paul Krugman le disait encore, on est obligé d'aller vers la mondialisation, mais avec des précautions. C'est-à-dire que nos structures sont tellement fragiles, sont tellement brinque-ballantes, qu'il faut que le politique prenne conscience de cela. Qu'il ne s'agit pas d'un vœu pieux, il s'agit de se dire, mais si on va sur le marché mondial, qu'est-ce qu'on a à apporter? Et si le chinois, parce que l'agriculteur camerounais est en concurrence avec l'agriculteur chinois, mais qu'est-ce qu'on donne comme outil à l'agriculteur camerounais? Si on ne prend pas en compte cela, on est mort. Alors, ça me permet de vous dire quelque chose, de vous donner une petite illustration, parce que j'ai travaillé avec un de mes jeunes étudiants qui m'a soutenu une thèse sur la question des investissements directs étrangers dont on parle. Et on s'est dit, d'abord le constat c'est que les investisseurs arrivent au Cameroun, enfin dans nos pays en développement, seulement pour les ressources naturelles, en général. Mais maintenant, comment faire pour les amener à venir pour autre chose que cela? Puisqu'on n'a pas le choix, il faut qu'on les amène à venir, parce que c'est justement le défi, comment attirer les investisseurs. Vous savez que la question financière, et c'est même le thème du jour, c'est le nerf de la guerre. On n'a pas de finances. Comment il faut faire? Alors, mon étudiant, je l'ai amené à travailler sur ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Comment faire pour s'arrimer aux chaînes de valeur? Pour s'arrimer aux chaînes de valeur, c'est identifier la chaîne de valeur et séduire l'investisseur étranger pour qu'on prenne en charge une petite, même si c'est un tout petit maillon de la chaîne de valeur, on va le trouver, on aura ainsi incité les investissements avec toutes les externalités positives que les investissements étrangers pour amener en termes de transfert de technologie. Donc pas forcément besoin de leur faire des cadeaux fiscaux. Pas besoin de leur faire des cadeaux fiscaux. Non, pas du tout. Mais la Chine, en fait, l'Asie a été l'atelier du monde pendant longtemps. Mais pourquoi pas l'Afrique? On a une population jeune, dynamique, intelligente, mais elle peut justement jouer ce rôle, l'atelier du monde. Pourquoi on ne pourrait pas le faire?
pour ça, il faut qu'on assure les institutions. Il faut absolument que nos lois soient nettoyées, toilettées, etc. pour que dans les nombreux contrats qui vont venir à l'occasion de les joint ventures, les alliances, etc. Et c'est là que le thème du jour est opportun. Parce que à l'occasion de ces contrats, il peut avoir des investisseurs véreux qui voudront justement détourner, n'est-ce pas, des flux financiers qui deviendront des flux financiers illicites. Donc il est important que nos populations, parce que moi je rentre vers la population par rapport à ce que vous avez dit, c'est les populations qui doivent comprendre que, attention, mettons le politique au dos du mur. Il faut absolument qu'on joue, nous la société civile, que nous jouons notre rôle. Que nous disions attention, ce n'est plus une option. Il faut absolument que ces gens changent de discours, qu'ils changent d'option, qu'ils changent de politique, renforcer nos lois, valoriser nos acquis et attendre maintenant l'investisseur international en lui disant on peut vous apporter ceci, on peut faire cela, on peut faire cela. Merci professeur pour cet échange. Nous sommes presque arrivés au terme de notre programme. Je rappelle que l'Afrique est aujourd'hui menacée par les rudes conséquences du Covid-19. Elle ne sait pas comment est-ce qu'elle pourra répondre en cas d'une propagation massive. Son système de santé est faible. Ses revenus ne lui permettent pas de faire face aux défis économiques qu'impose la pandémie. L'aide annoncée par le FMI ou la Banque mondiale, près de 64 milliards de dollars, déjà ne représente rien par rapport à ce que les pays riches ont mis sur la table pour leur propre population. On y parle de 5 000 à 6 000 milliards de dollars. L'Afrique est aujourd'hui abandonnée et pourtant, ce sont ces matières premières qui ont été exploitées et qui ont été utilisées par des firmes multinationales pour créer de la plus-value. Et pourtant, c'est le continent qui a subi les accords fiscaux les plus agressifs, notamment de la part des pays riches de l'OCDE, comme la France, comme la Grande-Bretagne. C'est le continent qui est victime de toutes les pratiques juridiques. On l'a appris avec le Mauritius Leaks, mais qui est aussi victime des grosses activités de corruption, notamment avec le Luanda Leaks, où finalement le produit de la corruption est allé être hébergé dans des pays comme les Émirats Arabes Unis. L'Afrique, on aurait dû trembler pour elle depuis beaucoup trop longtemps. C'est la fin de ce programme. Je rappelle que c'est la 14e édition de votre podcast. 14 mois déjà que nous sommes ensemble, que nous partageons nos connaissances, ou tout du moins les connaissances de Tax Justice Network sur la question des flux financiers illicites. C'est aussi 14 mois au cours duquel nous avons appris énormément des défis dont souffrent les populations africaines qui ne parviennent pas à recevoir une juste dépense de leur pouvoir public, soit parce que naïvement ils accordent des cadeaux fiscaux à des entreprises et des pays qui sont déjà très riches, soit parce que des dirigeants corrompus ne peuvent pas prendre des décisions à la faveur de leur population. Voilà, je rappelle que vous pouvez écouter ce programme sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com. Libsyn, je le dirai jamais assez, libsyn.com, ou encore sur notre page YouTube www.imposetjusticesocial.com. Vous pouvez interagir sur nos réseaux sociaux, Twitter, hashtag impotsocial, ou sur le Facebook Impôts et Justice Sociale. Vous pouvez aussi aller sur la page Stitcher et écouter le podcast sur cette application. Enfin, si vous voulez nous écrire, n'hésitez pas à aller sur le Outlook, c'est impôt avec S-8 social @outlook.fr. Nous espérons vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de votre podcast. Mais d'ici là, respectez les règles de l'OMS en matière de lutte contre la propagation du coronavirus. Lavez-vous les mains, évitez d'être dans des rassemblements de plusieurs personnes, cachez-vous la bouche. Si vous sentez que vous avez une infection, lavez vos mains, on ne le rappellera jamais assez, parce que vos gouvernements, malheureusement, ne pourront pas forcément agir dans le sens de vos intérêts. Ils n'ont plus de ressources. 50 milliards de dollars chaque année, c'est la somme que le continent a perdue au cours des 20 dernières années en raison des flux financiers illicites. Et aujourd'hui, il vous appartient à vous de combattre cette maladie. Portez-vous bien et à la prochaine édition.